dire à ce stade de la psychologie culturelle que j'ai proposé? Comment pose-t-elle le problème du self? Les nouveaux développements dont je viens de faire état lui conviennent parfaitement, mais elles posent deux exigences étroitement liées. La première, c'est que les travaux qui seront menés selon cette méthode devront s'intéresser aux significations par lesquelles le self est défini, à la fois par l'individu et par la culture dans laquelle il est immergé. Mais cela ne peut suffire si nous voulons comprendre comment un self est négocié, car le self n'est pas simplement la résultante d'une réflexion contemplative. Dès lors, la seconde exigence est d'être attentif aux pratiques au sein desquelles se réalise le sens du self et où il est mis en œuvre. Cela nous en donne, en effet, une vision plus distribuée. Voyons cela plus en détail. Nous avons déjà observé comment les individus définissent leur propre self. Lorsque je parle de définition du self par une culture, cela fait partie de ma première exigence. Je donne à ce mot un sens plus large qui n'est d'usage de le faire pour définir le self en général ou celui en particulier de l'individu, comme dans les travaux par ailleurs très intéressants de Gergen que j'ai déjà mentionnés. J'y ajoute en effet également une dimension historique. Si le self tel que l'entend Gergen est un self de l'extérieur vers l'intérieur, le self historique est un self du passé vers le présent. Ainsi, dans notre propre culture, la conception du self est façonnée par notre théologie judéo-chrétienne et par le nouvel humanisme apparu à la Renaissance, et elle s'appuie sur eux. Elle est également modelée par une société, une économie et un langage qui sont autant de réalités historiques qui, bien que susceptibles d'être révisées, ont créé l'échafaudage sur lequel s'appuient nos pratiques d'agents humains. La conception même que nous avons du self est déterminée par les garanties légales de son inviolabilité, comme l'Habeas Corpus et le 4e amendement de la Constitution américaine, qui délimitent soigneusement notre droit à la vie privée. Une psychologie culturelle qui négligerait de prendre en compte ces éléments perpétuerait le glissement anti-historique et anticulturel qui est à l'origine de tant de difficultés dans la psychologie contemporaine. Revenons-en au second critère. La psychologie culturelle explore non seulement la signification, mais aussi ses usages dans la pratique. Qu'entend-on par la pratique du self? En pratique, il était par exemple courant dans les universités américaines des années 60 où régnait une certaine agitation que les étudiants expriment leur volonté de rompre, d'aller vivre pendant un trimestre ou une année dans un chalet isolé du Vermont ou dans une cabane du Maine. Ils voulaient quitter un peu tout ça afin de se trouver. Ces croyances, ces désirs ou ces raisons qui touchaient au self et à la manière de le trouver étaient aussi réels pour ceux que cela concernait que l'étaient les règlements universitaires, qui les contrecarraient, aussi réels également que la géographie psychique de ces régions où ces jeunes gens pensaient trouver l'isolement tant désiré. C'était le self mis en pratique, sa signification en praxis. Il s'agissait du self distribué en action, en projet, en pratique. Vous alliez quelque part pour faire quelque chose avec à l'esprit un but anticipé, quelque chose que vous ne pouviez faire ailleurs en étant la même personne. En outre, vous en parliez d'une certaine façon. Pour être viable dans une psychologie culturelle, les concepts, et parmi ceux-ci celui du self, celui de self, doivent spécifier comment ils doivent être utilisés dans l'action et dans le discours qui entoure l'action. Si je dois faire appel à un exemple littéraire, je dirais que cela ressemble à ce jeune capitaine héros de The Secret Sharer de Conrad. Il doit affirmer son autonomie en guidant son navire au milieu des dangers, parmi les rochers de Coring, pour que Legat, le doppelganger, qui est accusé du meurtre d'un marin de son propre bateau et que le jeune capitaine a caché à son bord, puisse se glisser hors du bateau et rejoindre la terre, homme libre, fier nageur. À la fin, ce n'est pas l'autonomie du jeune capitaine en tant que trait isolé qui compte pour comprendre son comportement, mais comment ce sens de l'autonomie est narrativisé. Il est de la même manière que j'ai commenté l'indétermination interprétative de 3 pièces d'Ibsen, il n'y a pas ici d'interprétation ontologique, finale possible de l'acte du jeune capitaine, car il n'y a pas de cause à saisir avec certitude là où l'acte de créer de la signification est en jeu. Il n'y a que des actes, des expressions et des contextes à interpréter, et cela nous amène au cœur du problème.
Une psychologie culturelle est une psychologie interprétative, dans le même sens que l'histoire, l'anthropologie et la linguistique sont des disciplines interprétatives. Mais cela ne signifie nullement qu'elles soient dépourvues de principes ou de méthodes, aussi difficiles soient-elles. Elles cherchent les règles que les humains mettent en œuvre pour créer des significations dans des contextes culturels. Ces contextes sont toujours des contextes de pratique. Il est toujours nécessaire de se demander ce que les gens font ou essaient de faire dans tel ou tel contexte. Il n'y a rien de très subtil à dire que la signification naît de l'usage. Mais si on l'a souvent répété au point d'en faire un slogan, les implications qui en découlent auraient été assez peu dégagées. Quand parle-t-on de self? Sous quelle forme et à quelle fin? Pour prendre un cas général, la plupart des gens ne considèrent pas que la gravité d'une situation puisse affecter leur self, sauf peut-être dans des cas extrêmes. Mais si quelqu'un les agresse ou leur prend de force leur portefeuille, ils auront le sentiment que leur self a été violé, et ils évoqueront leur self en décrivant ce qui leur est arrivé. La notion d'agent est mise en cause, la leur est celle de quelqu'un d'autre. Cela rappelle ce que j'ai avancé dans le chapitre consacré à la psychologie populaire. L'éventail de ce que les gens incluent comme étant sous l'emprise d'eux-mêmes en tant qu'agent variera, comme nous l'avons appris avec les études sur le contrôle interne versus externe, d'une personne à l'autre, et comme nous le savons également, selon la position dans laquelle chacun se sent au sein d'une culture. En outre, nous ressentons certaines situations comme impersonnelles, et nous croyons alors que notre self n'est pas opérant, pas plus que celui des autres, qui ne peut être invoqué légitimement. Pour avoir une vue globale de la singularité d'un self donné, nous devons repérer les aspects qu'il prend dans les contextes culturels déterminés. Pour y parvenir, nous ne pouvons évidemment pas suivre les gens tout au long de leur vie, afin de les observer et de les interroger à chaque étape. Si même nous le pouvions, cela transformerait la signification de ce qu'ils font. En tout état de cause, nous ne saurions pas comment coller les morceaux de ce puzzle à la fin de l'enquête. Il existe bien une alternative viable, mener l'enquête rétrospectivement au travers de l'autobiographie. Je n'entends pas autobiographie au sens de souvenir, car cela n'existe pas. Je peux simplement parler du récit, de ce que l'on a pensé, de ce que l'on a fait, dans quel cadre, de quelle manière, et en ressentant quelle raison. Il s'agira inévitablement d'un récit, comme l'a remarqué Paul Kinghorn, et pour reprendre ce qu'a noté Schaeffer, la forme en sera tout aussi révélatrice que la substance. Il importe peu que le récit soit conforme à ce que d'autres, qui en ont été témoins, pourraient en dire, pas plus que nous ne cherchons à résoudre quelque obscur problème ontologique, comme de savoir si le récit est autodescriptif ou vrai. Nous nous intéressons plutôt à ce qu'une personne pense avoir fait, ce qu'elle croit être les raisons profondes pour lesquelles elle a fait, les états qu'elle pense avoir été les siens. Permettez-moi de démontrer, fût-ce brièvement, comment une telle étude pourrait être menée à bien avec la rigueur interprétative nécessaire. Je commencerai par un fragment d'autobiographie. Il y a quelques années, mes collègues et moi-même nous sommes intéressés à la nature des récits en tant que texte et que mode de pensée. Comme d'autres, nous nous sommes intéressés à la manière dont les gens reproduisent des histoires dont le texte est disponible et pour leur être comparé. En fin de compte, et tout naturellement, nous avons fini par nous intéresser à la manière dont les gens racontent leur propre histoire et non plus celle qu'ils ont entendue. Nous avons pensé y trouver un bon matériau pour ces récits et nous avons entrepris de collecter quelques autobiographies spontanées. Nous avons permis à chaque sujet de se guider sur ce que Philippe le Jeune appelle un croquis sans cesse redessiné de l'histoire de sa vie. Et nous avons très vite découvert que nous étions en train d'écouter des gens saisis dans l'acte de construire une version longitudinale de leur self. Ce que nous observions n'était en rien une construction libre. Il s'agissait des événements de leur vie, et il y avait là une première contrainte. Mais une autre contrainte jouait fortement, les exigences de l'histoire que le sujet était en train de construire. C'était inévitablement une histoire en développement, mais les formes qu'elle prenait, quoique culturellement reconnaissables, étaient beaucoup plus variées que nous nous y attendions. En tant qu'histoire en développement, ces autobiographies spontanées étaient constituées d'histoires, plus petites, d'événements, d'incidents, de projets, dont chacune atteignait sa signification en tant que partie d'une vie plus large. Sous cet angle, elle respectait une caractéristique universelle de tous les récits
Les récits d'ensemble étaient racontés selon des genres facilement reconnaissables. L'histoire d'une victime, un Bildungsroman, des formes d'anti-héros, des histoires de Wanderung, des comédies noires. Les événements racontés qu'elles englobaient ne prenaient sens qu'en référence à une image plus large. Au centre de chaque récit gisait le self d'un protagoniste en cours de construction. C'était soit un agent actif, soit quelqu'un qui subissait passivement une expérience, soit le véhicule d'une destinée mal définie. Aux articulations principales de leur récit, de grands tournants, eux aussi culturellement reconnaissables, apparaissent presque invariablement comme autant de voies d'accès à une nouvelle conscience suscitée par la victoire ou la défaite, par la trahison ou la confiance. Il devient vite évident que non seulement la vie imitait l'art, mais qu'elle le faisait en empruntant des genres artistiques et des ficelles de conteur. L'autobiographie est un genre curieux. C'est le récit que nous propose un narrateur ici et maintenant à propos d'un protagoniste qui porte son nom et qui existait dans le là et alors. L'histoire se terminant dans le présent lorsque le protagoniste se confond avec le narrateur. Les épisodes narratifs qui composent le récit d'une vie sont de structure typiquement labovienne, avec une stricte conformité à la séquence et à la justification par l'exceptionnel. Mais l'histoire dans son ensemble révèle un tissage rhétorique très fort, comme s'il s'agissait de justifier pourquoi il était nécessaire, non pas causalement, mais moralement, socialement, psychologiquement, que la vie prenne ce chemin et pas un autre. Le self narratif ne raconte pas seulement, il justifie, et le self, comme protagoniste, est toujours dirigé vers le futur. Lorsque quelqu'un dit, comme pour résumer son enfance, j'étais un gamin sacrément rebelle, on peut en général y voir une prophétie autant qu'un résumé de son enfance. Un travail considérable est accompli ici et maintenant, tandis que l'histoire s'assemble. Il n'est donc pas surprenant que dans les dizaines d'autobiographies que nous avons collectées et analysées, entre le tiers et la moitié des propositions principales, soit au présent. Le narrateur ne parle en effet pas du passé pour lequel il utilise les temps du passé. Il choisit, au moment de raconter, comment il va organiser narrativement ce passé. Les présuppositions que nous glissons dans le récit de notre vie sont profondes et à peu près illimitées. Elles percent à chaque ligne, enfance modeste, gamin rêveur. Mais ces éléments restent implicites. Nous travaillons en effet selon un pacte non écrit. Nous n'intervenons pas, nous écoutons. À nous de nous faire une idée sur ces présuppositions qui parcourent le récit. D'ailleurs, si nous intervenions, si nous demandions qu'elles soient explicitées, notre intervention aiguillerait immanquablement le récit vers un chemin qu'il n'aurait pas pris sans notre intervention, car l'intervieweur devient partie composante de ce fourmillement de participation qui distribue le self au gré des circonstances. Ce maquis extrêmement dense des présuppositions dans l'autobiographie rend notre tâche difficile, mais elle nous a amenés à prendre quelques mesures défensives qui se sont révélées heureuses. La meilleure a sans doute été de s'intéresser aux membres d'une même famille. De cette manière, nous allions avoir une meilleure idée de ce que voulait dire exactement l'un des membres de la famille lorsqu'il disait « nous étions une famille unie ». Mais cette décision purement pragmatique devait nous réserver quelques surprises. Après tout, une famille est, comme les spécialistes de cette question aiment le dire, le point d'ancrage d'une culture en même temps que son microcosme. Alors, plutôt que de continuer à collecter des autobiographies d'individus isolés, nous avons décidé de nous consacrer aux 6 membres de la même famille. Nous cherchions un certain confort de travail, nous avons abouti à un principe de recherche. C'est ainsi que nous nous sommes intéressés à la famille Goodherds, la mère et le père, tous deux jeunes sexagénaires, avec leurs 2 fils et leurs 2 filles, tous adultes. Nous avons d'abord interrogé chacune des 6 personnes séparément, en leur demandant de raconter leur vie. Nous avons travaillé 1 an pour obtenir une analyse préliminaire de leur autobiographie individuelle. Puis, nous avons réuni l'ensemble en famille pour une session de discussion qui a duré plus de 3 heures. Au centre de cette discussion, une question. Qu'est-ce que c'est être un Goodherds ? Par bonheur, nous avons pensé à filmer cette réunion, car les familles, sans leurs gestes et certaines indications fournies par les regards, c'est comme un coucher de soleil en noir et blanc.